Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau cycle Jack London, cette fois consacré à la nouvelle Le Mexicain. Avant de commencer cette lecture, voici ce qu'en dit Larry Portis. Larry Portis est professeur de littérature américaine à Montpellier 3. Quand Jack London rédige Le Mexicain en 1911, il est au bord du découragement. Et il a de nombreux problèmes personnels et le mouvement révolutionnaire lui semble battre de l'aile. Cependant, dans cette histoire, il va à l'essentiel. Un jeune homme issu d'un milieu humble contribue, grâce à son intelligence et à sa volonté, au mouvement des exploités. London y décrit l'importance des actes sur les paroles. Les beaux discours ne sont que rarement suivis des faits. Le récit se situe entre les États-Unis et le Mexique, mais il est universel. Les modalités de la lutte sociale sont essentielles, les mêmes partout. D'ailleurs, la lutte est forcément internationale car pour la révolution mexicaine, l'ennemi est l'impérialisme, donc l'extension de l'exploitation et de la domination du système capitaliste à toute la planète. Si Jack London inclut une américaine parmi les révolutionnaires, ce n'est pas un effet de la narration, mais parce qu'il était internationaliste et féministe. D'ailleurs, nombreux et nombreuses ont été les membres des IWW, syndicats antiracistes et antisexistes, à rejoindre les militants mexicains pour se battre à leur côté. Ce regard sur un mouvement révolutionnaire datant d'il y a un siècle fait écho à la situation actuelle. Le Mexicain. Texte traduit par Louis Positif. Nul ne connaît son histoire, ceux de la junte moins que tout autre. Il était leur petit mystère, leur grand patriote, et à sa façon, il travaillait aussi dur que n'importe lequel d'entre eux à l'avènement imminent de la révolution mexicaine. Ils mirent longtemps à reconnaître cela parce qu'à la junte, personne ne l'aimait vraiment. Le premier jour où il vint échouer dans les bureaux bondés et débordants d'activités, tous le prirent pour un espion envoyé par la police secrète de Diaz. Trop de camarades croupissaient dans les prisons civiles et militaires des États-Unis, tandis que d'autres étaient conduits, enchaînés, de l'autre côté de la frontière pour y être collés au mur et fusillés. Au premier regard, ce gamin ne leur avait pas fait bonne impression car ce n'était guère qu'un gamin de 18 ans tout au plus et d'apparence plutôt chétive. Il déclara s'appeler Felipe Rivera et vouloir travailler pour la Révolution. Ce fut tout. Pas un mot de plus, pas d'autre explication. Il attendait là, debout, sans l'ombre d'un sourire, le regard froid. Ce grand gaillard de Paulino Vera lui-même, qui pourtant n'avait pas froid aux yeux, ressentit comme un frisson à son contact. Il se trouvait là en présence d'un être répulsif, insondable, quelque chose de venimeux, tenant du reptile, se reflétait dans les prunelles noires du garçon. Il brûlait tel un feu qui couve, empreinte d'une amertume concentrée. Il promenait son regard des visages des conspirateurs jusqu'à la machine à écrire que la petite Madame Stedley faisait cliqueter sous ses doigts agiles. Ses yeux se posèrent sur celle de la femme au moment où, par hasard, elle levait la tête. Empoignée elle aussi par une émotion indéfinissable, elle dut relire sa ligne pour reprendre le fil de la lettre qu'elle était en train d'écrire. Paulino Vera échangea avec Aralieno et Ramos un regard interrogateur. L'indécision et le doute se reflétaient dans leurs yeux. Ce gosse malin représentait l'inconnu, avec toutes les menaces qu'il comporte. Cette énigme vivante échappait à toutes les notions de ces braves gens, types normaux et révolutionnaires ordinaires, dont la haine féroce pour Diaz et sa tyrannie n'était, après tout, que la réaction naturelle de tout honnête patriote. Mais dans ce gamin émanait autre chose qu'il ne savait comment définir. Vera, toujours le plus impulsif et le plus prompt à agir, mit fin en premier au silence. « Fort bien, fit-il froidement. Tu dis, mon garçon, que tu veux travailler pour la Révolution ? Fort bien. Retire ta veste et pends-la à ce clou. Suis-moi. Je vais te montrer où sont les seaux et les torchons. Le plancher est sale, tu vois. Tu vas commencer par le gratter. Puis tu en feras autant pour les autres pièces. Il y a aussi les crachoirs à nettoyer, ainsi que les fenêtres. » « Est-ce pour la Révolution ? Demanda le jeune homme. « C'est pour la Révolution, lui répondit Vera. » Rivera leur jeta à tous un regard soupçonneux, puis retira sa veste. « Alors, c'est bien, fit-il. » Il ne dit rien de plus. Chaque jour, depuis, il vint balayer, gratter, nettoyer. Il vidait les cendres des poêles, montait le charbon et le petit bois, allumait le feu avant que le plus matinal d'entre eux ne fût assis à son bureau. « Est-ce que je peux dormir ici ?» demanda-t-il une fois. « Ah ah, c'était donc cela, encore la main de Diaz. »
Dormir dans les locaux de la junte, c'était en effet avoir accès aux secrets, aux listes de noms, aux adresses des camarades restés là-bas en sol mexicain. La requête fut refusée et Rivera n'y fit plus jamais allusion. Il dormait et se nourrissait, on ne savait où ni comment. Araliano lui offrit une fois $2. Rivera refusa cette somme d'un signe de tête. Lorsque Vera le poussa également à accepter, il répondit « Pas besoin, je travaille pour la Révolution. » Il faut de l'argent pour déchaîner une révolution moderne, mais la junte était toujours à court de fonds. Ses membres crevaient de faim, se tuaient à la tâche, et la journée la plus longue ne l'était jamais assez pour eux. Or, certains jours, le sort de la Révolution semblait dépendre de quelques dollars de plus ou de moins. Dès la première crise, alors que le loyer avait 2 mois de retard et que le propriétaire menaçait d'expulsion, Felipe Rivera, le petit laveur de plancher, aux vêtements minables usés jusqu'à la corde, déposa $60 en or sur le bureau de May Steby. Une autre fois, 300 lettres attendaient sur les tables, faute de timbre-poste pour les expédier. Demande d'assistance, d'approbation, de groupement d'ouvriers syndiqués, de rectification de fausses nouvelles parues dans la presse, protestation contre des tribunaux américains envers les révolutionnaires, etc. La montre de Vera avait disparu. La vieille montre en or qu'il tenait de son père, May Steby ne portait plus à son 3e doigt l'anneau qui l'encerclait naguère. Les 2 objets avaient pris le même chemin. La situation était sans issue. Ramos et Arellano tiraient leurs longues moustaches de désespoir. Les lettres devaient partir, mais les autorités postales ne faisaient pas crédit aux acheteurs de timbres. Rivera prit alors son chapeau et sortit. À son retour, il posa 1 millier de timbres de 2 cents sur le bureau de May Steby. « Vous croyez que c'est l'or maudit de Diaz ?» demanda Vera aux camarades. Ils haussèrent les sourcils sans se prononcer, et Felipe Rivera, le petit miséreux dévoué à la Révolution, continua, lorsque l'occasion s'en présentait, d'apporter de l'or et de l'argent pour les besoins de la junte. Pourtant, il leur demeurait antipathique. Ils le considéraient toujours comme un inconnu. Ses manières contrastaient avec les leurs. Il n'inspirait pas confiance, il échappait à toute analyse. C'était le mystère en personne, et tout adolescent qu'il fût, nul n'osait prendre sur soi de l'interroger. Qui est-ce ? Un grand esprit, un solitaire, peut-être, je ne sais, disait Arellano, les bras au ciel, renonçant à le comprendre. Il n'est pas humain, ajoutait Ramos. C'est une âme flétrie, poursuivait May Steby, où tout a été détruit, la lumière et le rire. On dirait un être mort, et pourtant il témoigne d'une prodigieuse vitalité. Il a dû mener une vie épouvantable, commentait Vera. Il faut avoir connu l'enfer pour afficher cet air-là, et ce n'est qu'un gamin. Il n'arrivait pas à l'aimer. Jamais il n'ouvrait la bouche ni pour poser des questions, ni pour donner un conseil ou un avis. Il restait là, impassible, dénué de toute expression, le regard froid et perçant. Il écoutait leur conversation quand parfois ils se disputaient à propos de la Révolution. Ses yeux perçants allaient alors d'un visage à l'autre, s'arrêtant sur celui qui parlait, le troublant aussitôt. Un espion, ce gosse-là, jamais, confia Vera à May Steby. C'est un patriote, et le plus fervent d'entre nous, tu m'entends bien ? Je le sens, ma tête et mon cœur me le disent. Mais il demeure une énigme pour moi. Ce type-là me dépasse. Il a un fichu caractère, en tout cas, dit May Steby. Je sais bien, répliqua Vera en frémissant. Il vous regarde avec des pupilles menaçantes et sauvages comme celles d'un tigre. Si je trahissais la cause, il me tuerait, j'en suis sûr. Cet être manque de cœur, il n'a pas plus de pitié qu'une lame d'acier. Il est froid comme la glace. Je ne crains pas Diaz et tous ces égorgeurs, mais ce garçon me fait peur, je l'avoue, il exhale la mort. Ce fut néanmoins Vera qui persuada les autres de mettre Rivera à l'épreuve en lui confiant une mission délicate. La ligne de communication entre Los Angeles et la Basse-Californie était coupée. 3 camarades avaient été contraints de creuser leur propre tombe pour y être ensuite abattus à coups de fusil. 2 autres moisissaient dans une prison des États-Unis à Los Angeles. Le chef fédéral, Juan Alvarado, était un monstre, et il avait déjoué tous leurs plans. Il ne leur était plus possible d'entretenir des liens avec les membres actifs de la Basse-Californie. Le jeune Rivera reçut ses instructions et fut envoyé au sud. À son retour, la ligne de communication était rétablie et Juan Alvarado assassiné. On l'avait découvert dans son lit, un poignard entièrement planté dans la poitrine. Les résultats dépassaient les ordres qu'il avait reçus, mais les membres de la junte connaissaient heure par heure tous ses faits et gestes. Ils ne lui posèrent pas de questions,
et il ne parla pas davantage. Mais ils s'entre-regardèrent, et ils avaient compris. Je vous l'avais dit, fit Vera. Diaz n'a pas pire ennemi que cet adolescent. Il est implacable. C'est la main de Dieu. Le mauvais caractère du gamin, auquel Maesteby avait fait allusion, se manifestait par maintes témoignages physiques. Il revenait tantôt avec la lèvre fendue, tantôt avec la joue bleuie, l'œil poché ou l'oreille enflée. De toute évidence, ce batailleur accomplissait ses exploits dans un autre monde où tous ses faits et gestes, sa façon de vivre, de dormir, de se nourrir, de gagner de l'argent, devenaient de plus en plus mystérieux aux yeux de ses camarades. À la longue, on eut recours à lui pour typographier la petite feuille hebdomadaire de propagande révolutionnaire. Certains jours, il était incapable d'aligner les caractères d'imprimerie. Ses poings étaient meurtris enflés, ou bien l'un de ses bras pendait, inerte, et une douleur muette se peignait sur son visage. « C'est un vaurien, dit alors Aralieno. Bon, il fréquente les bas-fonds, appuya Ramos. Mais d'où diable tire-t-il son argent demanda un jour Vera. Aujourd'hui même, je viens d'apprendre qu'il a réglé la note du fournisseur de papier, 140 $. Toutes ces absences me semblent louches. Jamais il ne s'explique à leur sujet. Nous devrions mettre un des nôtres à ces trousses, proposa Ramos. Je ne voudrais pas être celui-là, dit Vera. Vous ne me reverriez, je le crains, que pour m'enterrer. Il possède une terrible passion, et il ne tolérera pas que Dieu même s'interpose entre elle et lui. Devant lui, je me sens faible comme un enfant, dit Ramos. Pour moi, dit Arellano, savez-vous ce qu'il représente? L'être sauvage par excellence, dans toute sa force, le loup, le serpent à sonnette ou le scorpion. Il est la révolution incarnée, reprit Vera. Il en est la flamme et l'esprit, l'insatiable soif de vengeance qui assassine dans l'ombre sans un bruit. Il est l'ange de la destruction qui opère dans les ténèbres de la nuit. Il me ferait presque pleurer, déclara Maesteby, une pitié à m'arracher les larmes. Il n'a aucun ami, il déteste tout le monde. Il ne nous tolère, nous, que parce que nous répondons à ses aspirations. Il est seul, seul. Sa voix se brisa en un demi-sanglot et ses yeux s'embrumèrent. Les allées et venues de Rivera étaient pour le moins énigmatiques. À certains moments, on ne le voyait plus de toute une semaine. Une fois, il disparut même pendant un mois entier. Il revenait toujours sans prévenir au bureau de la junte silencieux, et invariablement, en ces occasions, il déposait discrètement une poignée de pièces d'or sur le bureau de Maesteby. Puis, des jours et des semaines durant, il consacrait à nouveau tout son temps à la junte militaire pour redisparaître ensuite pendant des durées irrégulières, au milieu de la journée. Ces jours-là, il arrivait de très bonne heure au bureau pour n'en repartir que tard le soir. Arellano l'avait trouvé une fois à minuit en train de composer sa planche d'imprimerie, fort mal en point, les phalanges enflées et une lèvre fendue encore sanguinolente. À bientôt pour un nouvel épisode du Mexicain de Jack London. Préservez-vous.